C'est Sentinel-One qui est représenté aujourd'hui par Mathieu Vialtec, qui est Pre-Sales Engineer France, et qui va aborder le sujet suivant: détecter, contenir et récupérer en un minimum de temps grâce à l'intelligence artificielle et à l'automatisation. Il est quelle heure? Il est 15h50, donc voilà, on a pris quelques minutes de retard, donc jusqu'à 16h20 environ. C'est à vous, merci. Merci. Bonjour à tous, bienvenue pour cette session Sentinel-One. En fonction effectivement du temps, on verra s'il reste des questions, enfin s'il reste du temps pour les questions-réponses, mais ça sera avec plaisir. Et sinon, on est dans tous les cas sur le stand A21 et vous y serez aussi les bienvenus. Donc oui, me concernant, Mathieu Vialtec, Pre-Sales Engineer chez Sentinel-One France, et nous sommes ravis de pouvoir exposer avec vous plusieurs thèmes. L'idée, c'est de savoir comment nous pouvons aider à détecter, contenir les attaques, effectuer des tâches de forensics et s'intégrer facilement dans le cadre de process SOC ou de projet SOC. Et on va voir concrètement, là il y a une exposition pendant quelques slides, 4-5 pas plus, du positionnement de notre solution. Et après, on va très vite passer à la partie démo sur des use cases très concrets. L'idée, c'est de vous placer dans ces cas d'usage pour que ça puisse vous apporter de la facilité, de l'agilité et du gain de temps, voilà, dans tout ce qui est traitement d'incidents, forensics. Voilà, on peut faire des choses que font les fondamentaux de la sécurité dans les solutions, comme aller beaucoup plus loin en termes de démarche forensics. Aussi, on parle beaucoup d'XDR sur le marché, hein, vous le savez aussi bien que moi, et vous savez aussi que l'XDR, c'est plus un concept qu'une technologie en tant que telle. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir proposer une solution qui va permettre d'agir avec une même plateforme, finalement, un même framework, sur la partie Prevent and Control, qui permet aussi de remplacer notamment les antivirus historiques, cette fois-ci à base plus d'intelligence artificielle, mais aussi d'aller plus loin sur les capacités EDR, Detect and Response, sur la partie aussi rémédiation, et on va voir jusqu'à quel point on peut automatiser la rémédiation, et c'est ça qui peut vous faire gagner beaucoup de temps pour toutes ces tâches qui autrement pourraient être réalisées manuellement, mais qui prendraient beaucoup de temps. Et puis la partie Network Visibility, pour avoir une visibilité sur tout ce qui est IoT notamment, dans vos environnements, sur tout objet connecté. Et quand on parle d'XDR Automation, l'idée c'est aussi de pouvoir s'inscrire dans un écosystème qui est divers et varié et qui dépasse bien évidemment le cadre purement Sentinel-One. Et quand on parle de l'XDR, c'est de parler aussi d'automatisation de tout un ensemble de process et d'intégration. Par exemple, si vous souhaitez dialoguer avec un SIEM, avec des solutions réseau, avec des solutions de service desk, avec des solutions CASB, eh bien la solution va pouvoir, de manière bidirectionnelle, à partir d'OpenAPI, communiquer avec ces types de solutions. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir très facilement, avec un seul agent, un seul code, un seul workflow, mettre en place un SOC au niveau de chaque endpoint. Vous avez la partie Prevent, qui permet de remplacer notamment, ou en tout cas d'aller en complément si nécessaire par rapport à ce qu'on connaît sur les préventions historiques, au sens antiviral du terme. Sauf que cette partie prévention, encore une fois, elle s'effectue à base d'intelligence artificielle. Analyse statique, analyse dynamique. Et derrière, il y a tout ce qui est capacité de detect et de response, si ça n'a pas été traité au niveau prevent, ou pour agir dans un contexte post-mortem et autres. Ce detect and response a pour but d'agir aussi très rapidement. Et vous pouvez même aller jusqu'à des phases de hunting, hein, de forensics, de recherche d'IOC. Et le tout en vous simplifiant ce workflow. Et aussi, ce qui est intéressant et ce qui nous distingue, alors on respecte tout à fait nos compétiteurs, mais et c'est normal et heureusement, chaque éditeur a son ADN, sa philosophie. Et la philosophie de Sentinel-One, c'est d'embarquer au niveau de chaque endpoint toute l'intelligence artificielle et de ne pas être dépendant ou très peu dépendant du cloud en termes de réputation. Ce qui fait que si vous avez un poste qui a zéro connexion Internet, et on sait que dans toutes les entreprises, bien évidemment, on a ce contexte, on parle de contexte d'hypermobilité, très bien, mais ce n'est pas pour autant qu'on est dans un contexte de 100% de cas connectés dans tous les cas et dans 100% du temps. Donc quand on est dans un cas de déconnexion et qu'on est en mode offline et qu'on manipule pour autant tout un ensemble de codes qui peuvent être associés à des codes malveillants, eh bien là, il y a tout un intérêt d'avoir l'intelligence artificielle qui est embarquée au niveau de chaque endpoint et qui va pouvoir comme ça, de manière autonome, vous appliquer un diagnostic sur le code. Est-ce que c'est du code malveillant, suspect ou sain?
Alors, si on décompose, j'irai ce slide, il résume de manière fonctionnelle tout ce qu'on va voir à travers la partie démo. Donc, on va voir, c'est pas que du marketing, hein, si je puis dire, et c'est pas qu'une belle présentation qui a pour but d'être sur des slides. Tout ce qu'on va voir là concrètement, on va le voir à travers la partie démo d'un point de vue fonctionnel, et ça résume ce que vous pouvez embarquer comme puissance en termes de SOC agent au niveau de chaque endpoint. Et on est bien sûr multi-OS, ça j'en ai pas parlé, donc que ce soit des OS Workstation, serveur, macOS, Linux, Windows, tout ce qui est conteneur, typiquement des Docker orchestrés par du Kubernetes, etc. Tout ça, c'est à partir de votre même framework, de votre même console que vous allez pouvoir le piloter. Et la mobilité aussi, maintenant aussi s'inscrit dans notre démarche depuis cette année. Donc je vous en parlais tout à l'heure, on parle d'analyse statique et d'analyse dynamique. Analyse statique, c'est pour faire une revue de code avant l'exécution du code. Est-ce que le code est bien composé? Est-ce qu'il fait appel à des librairies réputées pour des activités malveillantes ou autres? Tout ce qui est analyse dynamique, ça va être lorsque le code est exécuté. Donc tout ce qui est PowerShell attack, lateral movement, ça ce sont des choses que vous n'allez pouvoir observer que si le code s'exécute. Et donc là, en temps réel, on le prend en charge. Et puis après, il y a tout ce qui est rémédiation automatisée pour aller jusqu'à une phase de déconnexion du poste d'un point de vue network, pour tout ce qui est aussi rollback, tout ce qui est restauration de poste, il faut aller dans ces cas extrêmes en termes de rollback et en termes de restauration. Et tout ce qui est aussi GNIT, ce qu'on appelle Local Firewall, Vulnerability Mapping et autres. Et sur la partie Threat Hunting, Deep Visibility, donc là on verra aussi dans un cas d'usage, comment ça peut très facilement vous aider à effectuer vos opérations de recherche. Est-ce que là en moins de 2 minutes, vous pouvez savoir sur votre environnement d'entreprise, par rapport à un seul indicateur de compromission, s'il y a 1, 7 ou 700 postes qui ont été concernés par cet indicateur de compromission. Et de manière très simple. Ben là, ça a pour but de répondre à cela sur la partie recherche. Alors j'avance pour être dans le timing. Vous avez aussi tout ce qui est IoT Discovery. C'est en fait la possibilité aussi, avec le même framework et quelques agents SentinelOne, de faire une connaissance et une découverte du parc pour tout IoT qui est connecté. Pour toute machine qui a une adresse IP, même avec des OS exotiques. Et donc dans l'OT, dans les environnements industriels, c'est aussi très sollicité là comme type de solution. Ça vous permet de faire une découverte de parc en termes voilà, de tout IoT. Et je vous en parlais tout à l'heure, tout ce qui est Singularity Marketplace ou Open API, ça permet de s'intégrer à un écosystème divers et variés. Donc typiquement, voilà, avec du SIEM, avec du CASB, je l'évoquais tout à l'heure, on a une API qui est complètement ouverte. Donc même s'il y a des logos ici que vous ne voyez pas, techniquement, on peut s'intégrer pourvu qu'en face, il y ait de l'API qui soit ouverte en termes de communication. Et on met à disposition notre API, elle est complètement open. Et je vous invite, là je n'aurai pas le temps d'en parler, mais d'aller consulter les dernières analyses du MITRE Attack Report, parce qu'on voit que tout à l'heure, les choix technologiques que j'évoquais avec vous, notamment d'embarquer l'intelligence artificielle au niveau de chaque endpoint, ce sont des, on va dire des compositions qui sont payantes d'un point de vue sécurité, puisqu'on voit qu'en fait le MITRE nous a vraiment primé et on a 0 misdetection sur des campagnes d'attaque réelles qui ont été opérées par le MITRE. Voilà. Donc je vous invite à parcourir, elle est complètement accessible en ligne et gratuitement cette étude MITRE. Je vous propose de basculer sur la partie démo. Voilà. Je ne pouvais pas m'empêcher de faire un petit clin d'œil pour notre ami Jean-Paul. Voilà. Ok, c'est toujours un peu une cascade de faire une démo live, donc voilà. Vous aurez bien noté le lien, bien évidemment. Donc je vous propose, voilà, donc là il y a la VMware qui est là, notre console qui s'appelle Petra, ça c'est pas release majeure. Voilà, et donc là bienvenue sur la console. Donc, on peut accéder à tous les dashboards qui ont référencé tout un ensemble d'attaques. Et nous, ce qu'on va faire, au début je vais vous montrer dans quelle politique de sécurité on est. Donc très facilement, vous pouvez voir qu'en fait on est dans une politique Protect, Detect dans un premier temps. Ok. Et ce que je peux faire, c'est exécuter par exemple, dans le cadre d'une politique Protect, une attaque qui ne peut détecter que lors de son exécution. Donc on parlait tout à l'heure finalement d'analyse dynamique pour tout ce qui est execution. Donc je vais, alors la résolution est un peu grande, au moins ça permet de voir facilement. Voilà, donc là j'ai un samples, c'est un document Word qui paraît tout simple, donc de manière très classique. Ok. Et celui-là, en fait, ce document Word, si je l'exécute, il n'a rien d'anormal à ce niveau-là. Donc en analyse statique, il n'y a rien à lui reprocher. C'est un document Word qui s'appuie sur un contexte tout simplement de macro qui est embarqué. Donc en Protect, voilà. Si je modifie une partie de ce document Word, ok, sur la partie archive, chez Wisconsin, okay. Bon, il m'a supprimé, ok.
Voilà. Archive caution, je vais cette fois-ci le renommer. Ok. Voilà. Et en le renommant, renommer. Avec cette résolution, je n'accède pas à la partie renom. C'est intéressant. Ok, voilà. Ok, et je vais l'appeler EE. Cette fois-ci, si je l'exécute, on voit que c'est finalement un code tout à fait classique qui est embarqué. Et là, je vais activer le contenu. Et là, je vais accéder finalement au lancement d'un PowerShell post-exploit. Et c'est que lors du lancement que la macro lance un PowerShell post-exploit. Et je vais très facilement, depuis la console, savoir, dans le cadre de l'incident, ce qui s'est passé. Donc je vais aller typiquement sur le dernier qui a été exécuté. OK. Et là, je vois les indicateurs d'attaque. Je vois shellcode execution, was detected. Et je peux aller sur plus de détails dans le cadre de cette menace. Et donc là, j'ai tout le framework Mitre Attack, et ça me pointe vers le modèle Mitre si je souhaite avoir plus de détails. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que si je vais dans le Process Explorer, je peux voir que Winward a exécuté un PowerShell.exe et d'avoir accès à la commande complète PowerShell en command line, d'accord? Donc j'accède à cette command line. Je vais tout simplement faire un copier-coller de cette command line. OK. Et cette fois-ci, je vais l'exécuter dans ma VM à partir d'une command line, donc PowerShell. Et donc là, je suis sur une pure fileless attaque. Attaque sans fichier, on est d'accord. Vu que j'avais simplement tapé la commande PowerShell, j'avais pas exécuté de fichier. Donc là, ça a bien été détecté. Et ça, très facilement dans la console, je peux accéder aussi à son contenu. Et je vais retrouver que cette fois-ci, à votre avis, avant, vous vous souvenez, il y avait Word qui était en process tree, à l'initiative du parent process. Maintenant, en parent process, je trouve, c'est normal, mon commande.exe, à partir duquel j'ai lancé mon PowerShell post-exploit, qui est référencé ici. D'accord? Donc ça, on voit que je peux très facilement accéder à une compréhension d'attaque en termes de forensics. Et là, on n'est pas du tout encore sur la partie EDR avancée. Aussi, entre-temps, et puisqu'on avait parlé un peu de cascade là à la fin de la démo, et parce qu'on est un peu joueur, on va passer en mode detect. OK, et je sauvegarde la politique. Donc voilà, j'ai fait une bascule en mode detect. Juste pour m'assurer d'une synchro, je peux même, alors j'ai plusieurs actions que je peux réaliser très facilement au niveau d'un poste. Je vais générer un message. Hello 2, OK. Broadcast, OK. Donc cette fois-ci, je me place volontairement dans un mode dégradé. Donc dans un mode dégradé, ça veut dire un mode où, en général, quand on est en entreprise et qu'on veut sécuriser son périmètre, on ne sera jamais en mode detect only, voyez, on sera en mode protect, en mode prevent. Mais là, volontairement, je suis passé en mode detect. Et à votre avis, si je lance un CryptoLocker, au hasard, ça peut être un DearCry. Vous savez, DearCry, c'était utilisé par le groupe d'attaque Hafnium qui ciblait les failles des serveurs Exchange 2016-2019, donc on en a entendu parler il y a quelques mois. Et ça, c'était détecté par SentinelOne, même en mode 0 day, par l'intelligence artificielle qui était embarquée. Donc moi, j'ai récupéré une souche de DearCry et je vais l'exécuter en live. Sauf que cette fois-ci, si je suis dans un mode purement detect only et que je lance le CryptoLocker, que va-t-il se produire à votre avis? Et encore une fois, ça c'est normal parce que ce sera le comportement qu'on aura voulu. Eh bien, je vais volontairement le placer en mode detect pour qu'il détecte l'incident. Donc ça va être remonté. En revanche, je vais laisser s'exécuter le CryptoLocker puisque je suis en mode detect only. Donc je vais simplement référencer le CryptoLocker et je vais le laisser s'exécuter. Et c'est là où ce sera le drame entre guillemets en termes d'impact côté CryptoLocker, parce que forcément je vais aller jusqu'au bout de l'exécution. Donc là, cette fois-ci, je vais le DearCry, l'extraire. OK. Avec la résolution qui est changée. OK. Voilà. OK. Extraire. Infected. Voilà. Donc je fais un extract. Donc là, il a été vu par l'analyse statique en alerte, mais je n'ai pas encore exécuté. Et ensuite, à ce niveau-là, je vais le renommer. Je vais l'appeler DearSecret, par exemple. Donc pour tout ce qui est social engineering, vous savez qu'il suffit parfois d'avoir une appellation assez sympa pour un document, pour donner l'envie à l'utilisateur
d'exécuter voilà, le malware en tant que tel. Donc là, le malware a été détecté et va commencer à réaliser le chiffrement de tous mes documents en fait, qui sont situés sur mon environnement. OK. Voilà. Je vais regarder ce qui se passe. Et donc là, il va y avoir voilà, un début de chiffrement qui va s'opérer. Et je vais l'avoir tout ça remonté déjà dans la console. Si je regarde au niveau des incidents, pendant ce temps-là, ce qui se passe. Donc j'ai bien le dir secret. Donc c'est du temps réel, hein, comme vous pouvez le constater, qui est remonté. Et là, je vais avoir mes indicateurs d'attaque, behave like ransomware, en effet. On va voir que ça y ressemble. Et derrière, j'ai aussi accès à l'ensemble des points de rémédiation qui sont disponibles. OK. Voilà. Donc là, le chiffrement peut prendre un petit peu de temps. Mais le principe, c'est ça. C'est d'avoir accès à en fait une machine qui est complètement chiffrée et sur lesquelles je peux ensuite initier une rémédiation directement depuis ma console. OK. Détection. Bon, OK. Donc là, le chiffrement ne sait... Bon. Là, ça prend un petit peu plus de temps, mais sinon, le principe, c'est ça, hein, puisque je vais ensuite vous présenter la suite, c'est que si vous avez un chiffrement qui est effectué, et là, c'est le coup voilà, du live démo, qui ne le fait pas pour une fois, et en tout cas, je mets un true positif, et là, je fais un rollback directement, et ça permet de faire une restauration directement de l'ensemble de mes fichiers qui auraient été chiffrés à partir des Windows Shadow Copy, et de faire un point de restauration associé sur cette partie DIRQuery. Et ensuite, j'ai la confirmation de ce qui a été restauré directement à partir de la console. Et ça, vous l'avez de manière accessible dans les Mitigation Actions, et on peut aller dans les Threat Actions ici, et faire même une mise en quarantaine du poste, faire une déconnexion du poste si nécessaire à tout instant. Et là, après, j'ai le principe de confirmation des points qui ont été mitigated, qui se sont bien réalisés, avec encore une fois les indicateurs de compromission qui sont listés. Et à tout moment, si je le souhaite aussi, je peux accéder sur un poste et en termes d'action, même s'il n'y avait pas de raison, si j'avais peut-être certains doutes par rapport à un état de compromission de postes qui sont situés sur telle ou telle entité d'un environnement, je peux établir à tout moment un disconnect from network. Et là, c'est comme si vous coupiez l'accès, enfin si vous coupiez le câble RJ45 ou l'accès Wi-Fi, sauf que ça le fait directement en mode déconnecté depuis votre environnement, depuis la console. Alors maintenant, je vais aborder un autre point qui peut être concret. C'est, imaginons que dans votre secteur d'activité, il y a une campagne d'attaque qui cible, avec un cas de crise que vous avez à gérer, et qui cible typiquement votre secteur d'activité dans votre entreprise. Est-ce que vous avez la possibilité, en moins de 2 ou 3 minutes, encore une fois, c'est l'exemple que j'ai indiqué tout à l'heure, de savoir si vous avez tout ou partie de votre parc qui a été concerné par cette attaque, si c'est 7, 70 postes ou 700 postes qui ont été concernés par une attaque. Donc là, je suis sur le site de l'ANSSI, sur lequel je peux accéder à tout un ensemble d'IOC par rapport à la campagne APT31. Elle date de l'été dernier, si vous avez entendu parler de cette attaque qui est assez critique aussi. Et donc là, j'ai accès à tout un ensemble d'indicateurs de compromission avec des adresses IP, des hash-files et autres. Est-ce que je peux facilement utiliser ce contenu et l'injecter sous forme de requête pour faire du forensics, pour faire de la recherche à la menace aussi, si j'ai des choses qui ont été trouvées à ce niveau-là? Et bien là, de manière très simple, je peux accéder à un Chrome Hunter Explorer qui va faire un scrapping, un parcours de la page et qui va automatiquement faire une reconnaissance de tout ce qui ressemble de près ou de loin à de l'indicateur de compromission. En l'occurrence, là, j'ai trouvé 161 adresses IP. J'aurais pu trouver des DNS requests et autres. Je fais toute une sélection et je fais un hunt now. Et là, automatiquement, Deep Visibility va composer pour vous la requête à effectuer par rapport à ces points de recherche. Et je vais pouvoir savoir donc si ça se situe sur toute ou partie de mon parc. Et je peux remonter sur plusieurs semaines, plusieurs mois de rétention, même si nécessaire, pour avoir accès à l'ensemble de mes retours, de mes résultats d'indicateurs de compromission. Donc là, j'effectue une recherche associée. Voilà, je vais aller même sur 14 derniers jours. OK. Voilà, et là, ça m'a remonté tout un ensemble d'événements. Si je veux avoir plus de détails, je vais pouvoir voir que sur ce CentOS, par exemple,
il y a telle adresse IP qui m'a été remontée et qui match avec ce que j'ai recherché. Ça, si vous n'aviez pas cette solution, manuellement, vous pourriez le faire. Mais combien de temps ça vous prendrait, combien d'énergie ça vous prendrait? Alors là, très facilement, je peux exploiter une page shared. Et aussi, vous pouvez créer une custom rules, une règle custom, pour dire si jamais il y avait 0 résultat aujourd'hui, le 7 septembre, ok, très bien, qu'est-ce qui m'indique que dans 48 heures, je ne vais pas voir le point de présence de cet indicateur de compromission? Et donc là, vous pouvez créer et finalement une custom rules que vous allez personnaliser et vous les retrouvez dans vos custom rules ensuite. Et là, vous pouvez voir, eh bien, j'ai fait une sélection et si j'observe que ce bulletin d'indicateurs de compromission qui ont été listés par le CERT font appel à tel ou tel IOC, alors vous serez alerté automatiquement et derrière, vous pouvez lancer une tâche aussi de rémédiation. Donc ça, c'est un point. Et après, ce qui peut être aussi très utile avec ce Chrome Hunter Extension, c'est d'aller directement à ce niveau-là et il y a une base de librairie qui vous est proposée. Et typiquement, j'entendais parler, sur l'atelier précédent d'une attaque type SolarWinds, avec l'attaque Sunburst ou autre, eh bien, on peut aussi vous aider à définir les champs de requête et de faire des hunt now, des points de recherche basés sur les indicateurs de compromission qui concernent telle et telle campagne d'attaque. Et là, c'est embarqué dans une librairie qu'on propose déjà. Donc ça, c'est un autre point. Après, ce qui peut être aussi intéressant, c'est en termes d'indicateurs d'attaque. On rencontre beaucoup de partenaires et de clients qui, eux, parfois ne savent pas par quel bout s'y prendre pour rechercher une attaque. Parce qu'on ne connaît pas forcément l'IOC, on ne connaît pas forcément l'adresse IP, on ne connaît pas forcément le hash ou autre qui cartorifierait une attaque en particulier. En revanche, ce qui peut être intéressant, c'est de s'appuyer sur un framework Mitre-Attaque. Et on peut dire, par exemple, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si, de près ou de loin, j'ai des éléments dans mon environnement qui ont fait appel à de l'escalation privilège. Et l'escalation privilège, il y a une technique d'attaque qui peut être référencée par le Mitre avec vous savez, les fameux numéros de technique d'attaque, ça peut être la 1055 par exemple. Donc si je reprends cet exemple, je tape juste indicator, description, qui contient, par exemple, la technique d'attaque T1055. Et je fais une recherche sur les 48 heures, par exemple, les 14 jours ou autres. Et là, automatiquement, je vais avoir accès à un résultat aussi qui est très rapide, comme on peut le constater. Et là, ça va reprendre le résultat, le fameux T1055 qu'on a retrouvé ici, et que je peux retrouver sur ce niveau-là. Et aussi, un autre point, et ça peut être un autre exemple, c'est je vais aller dans Indicator, et si je ne connais pas forcément la technique d'attaque ou autre, je peux entrer une catégorie d'attaque, indicateur catégorie par exemple, qui est égal à, et là j'ai le choix avec du code évasif justement, du code persistant, malware ou autre. Donc ça aussi, ça peut être très utile pour faire des recherches intégrées. Et j'aurais pu aller sur d'autres niveaux de requête en disant je recherche du code persistant et telle adresse IP qui est aussi liée où et où. Donc voilà, on peut aller sur tout un ensemble de requêtes personnalisées. Voilà sur l'ensemble de quelques use cases que je souhaitais vous démontrer sur ce type d'intervention. Alors pour être dans le timing, là j'ai encore le temps de prendre une ou deux questions si vous avez des cas d'usage à partager ou simplement des questions sur ce qu'on vient de voir. Oui, je vous en prie. On doit avoir ça, à peu près 5 minutes. Je vais passer le micro. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous travaillez avec des red teams pour tester les limites de votre système et l'améliorer au jour le jour? Alors oui, ça c'est tout à fait dans les labs et de notre R&D. Effectivement, l'intelligence artificielle, ça c'est vrai que c'est un point que j'ai pas encore précisé, mais c'est quelque chose qui effectivement évolue constamment. Donc ça veut dire que contrairement à des antivirus traditionnels, et c'est ça l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est qu'il n'y a plus à mettre tous les jours au quotidien ces définitions à jour, parce qu'on parle plus de définition antivirale. En revanche, effectivement, tous les 3 à 4 mois, il y a un nouvel agent qui est proposé en termes de version software qui intègre une amélioration en termes de capacité d'IA, réduction de certains cas de faute positive. Mais ça, on s'appuie effectivement sur ces reptiles qui, dans la R&D, vont permettre ensuite d'ajuster le niveau de l'IA à prendre en compte. Tout à fait. Ça fait partie des points qu'on gère. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, j'arrive. Merci. Lucas Wallard, Société Devoteam. Vous mentionnez au début de votre présentation que chaque agent onboardait l'intelligence artificielle. Est-ce que ça ne le rend pas lourd à déployer?
Surtout si vous faites des mises à jour régulières, comme vous avez mentionné dans votre réponse juste avant. Alors les mises à jour qui s'opèrent, c'est des mises à jour software, donc on passe de la version N à la version N+1. Donc ça s'effectue de manière, ça peut s'automatiser avec un outil de déploiement à travers la console, vous pouvez décider de faire un update, donc ça s'effectue très facilement, l'upgrade logiciel. Après, la partie en tant que telle performance sur les postes, par rapport à des antivirus classiques ou autres qu'on peut connaître, l'avantage c'est qu'il n'y a plus de scan à planifier, à programmer, et c'est ça qui consomme le plus de ressources. C'est quand on scanne tout un ensemble de fichiers, là déjà vous gagnez en performance parce qu'il n'y a plus ça à réaliser en termes d'opération. Et aussi, ce qui peut être intéressant à noter, c'est que dans le cadre de l'intelligence artificielle, et comme on l'a évoqué tout à l'heure, dans le cadre de la décomposition finalement fonctionnelle, avec tous les moteurs d'analyse qui sont utilisés, analyse statique, analyse dynamique, ça veut dire que si en analyse statique, on a observé déjà le point de malveillance au niveau de l'observation du code et de la composition du code, il n'y aura même pas à aller sur la partie analyse dynamique. Donc en fait, dès ce niveau-là, ça va être traité. Donc on ne va pas solliciter toutes les capacités technologiques embarquées dans l'agent, on va les solliciter à bon escient, suivant le type de code à interpréter. Et lorsque j'ai lancé tout à l'heure mon PowerShell post-exploit, où ça a directement réagi, c'était une pure fileless attack, parce qu'en analyse statique, il n'y avait rien à voir. Donc on est passé sur le second champ, analyse dynamique, lorsque j'ai lancé le PowerShell post-exploit, et c'est là où ça réagit. Mais ça, on a vu que c'était hyper performant. Et en termes de ressources, maintenant, je dirais, c'est plus du tout ce type de solution de sécurité qui va être consommateur en ressources. À titre de comparaison, et on respecte, hein, mais la solution Teams, Microsoft, vous le lancez, vous verrez, vous êtes à peu près à 600 MB de consommé en mémoire vive. Bon, ok, c'est comme ça. Là, un agent Sentinel-One, c'est 180, 190 à peu près, mais ok. Donc, c'est vraiment hyper performant de ce côté-là aussi. Merci. On va peut-être prendre une dernière question si quelqu'un souhaite. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé de la mise en quarantaine. C'est quelque chose qui est posté sur votre agent ou c'est sur les firewalls locaux? Oui, alors merci pour ça aussi c'est intéressant, ça reprend en fait l'écosystème qu'on peut tout à fait gérer et intégrer. Alors quand on parle d'intégration avec des firewalls, en fait on peut le faire à deux niveaux, je veux dire. Déjà localement mise en quarantaine, c'est-à-dire qu'effectivement on peut mettre en quarantaine avec le firewall qui est embarqué dans chaque OS, que vous ayez un Mac OS, Linux ou Windows, vous savez que vous avez des firewall components et là vous pouvez l'utiliser pour mettre en auto-isolation le poste. Donc ça oui c'est un point, mais là on parle effectivement côté agent, côté local. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des intégrations avec des équipements network où on a la possibilité, grâce à cette API, de faire une communication d'état de sécurité du poste, c'est-à-dire si on considère que celui-ci, il y a une menace qui est encore active, sur laquelle il n'y a pas eu de rémédiation possible pour X ou Y raison, alors je donne un ordre à mon network, à mon équipement réseau, là pour le coup, d'appliquer une politique de mise en quarantaine aussi côté réseau, côté équipement réseau. Donc à tout niveau, on peut agir au niveau du périmètre, et c'est ça l'avantage quand on parle de l'XDR. Là, on est en plein dans l'XDR. On est dans une intercommunication possible de mise en œuvre, de points de rémédiation, de points d'action, de points de gestion d'incident response dans ces cas-là. Donc ça, vous pouvez le réaliser soit manuellement, soit automatiquement aussi. On supporte les deux modes pour faire tout ce qu'on vient d'opérer. Ouais. Ça répond aussi à votre question? Oui, merci. Super, merci. Alors, rappelez-nous votre numéro de stand si des personnes veulent vous rendre visite et vous poser d'autres questions. C'est A21. A21. Voilà, et vous demandez la famille Belmondo et voilà, on est là. D'accord, très bien. Voilà, merci beaucoup. Donc, stand Merci à A21, tous. si vous